Qui l'eût cru? L'économie nationale congolaise serait gérée par des mains inexpertes qui tâtonnent et étouffent le développement économique de la RDC. Des moutons noirs occuperaient la majorité des postes clés alors que des milliers de cadres universitaires experts en économie que nos universités forment et lancent chaque année sur le marché de l'emploi sont au chômage total. Que s'est-il réellement passé dans ces ministères? Pourquoi ces leviers incontournables de l'économie nationale, secteur hautement stratégique pour le développement de la RDC, est-il perpétuellement en panne? Tentative de réponse dans cette émission avec Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée. La 27e journée internationale de la liberté de la presse est célébrée ce dimanche 3 mai 2020 sous le thème « Journalisme sans crainte ni complaisance ». Madame, Monsieur, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux pour prendre part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue à Fiscalité et Développement. Comme annoncé dans les sommaires, nous recevons dans cette émission Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG Toiles d'Araignée, un réseau de journalistes économiques et d'investigation. Jérôme Sekana, bienvenue dans Fiscalité et Développement. Merci Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Alors, avant de commencer, Jérôme Sekana, aujourd'hui, dimanche 3 mai 2020, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Le thème choisi, c'est journalisme sans crainte ni complaisance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Nous célébrons effectivement la 27e journée internationale de la liberté des presses à travers le monde. C'est un grand jour pour nous les professionnels des médias. Je dirais même un grand jour pour nous les communicologues. Le thème, il est très éloquent. Journalisme sans crainte ni complaisance. Je pense que en République démocratique du Congo, nous sommes sans crainte ni complaisance, en dépit du fait que, les délits des presses continuent à être sanctionnés. Nous voulons la dépénalisation des délits des presses et l'extirpation des moutons noirs de notre profession. Qu'à cela ne tienne, nous, au niveau des Toiles d'Araignée, nous avons vraiment le vent en poupe dans la mesure où, déjà en 2012, et il vous souviendra que nous avions promis au gouvernement d'auditer la gestion de la chose publique, et nous sommes sur le terrain. Et nous avons enclenché des enquêtes de grande envergure, et donc le résultat commence à tomber aujourd'hui, notamment dans les secteurs économiques. Et il y a des thèmes que nous allons développer au cours de ce mois pour permettre aux compatriotes, aux téléspectateurs, aux auditeurs de comprendre ce que Toiles d'Araignée fait mène comme combat ou la contribution que Toiles d'Araignée apporte dans le développement de notre pays. On va y revenir. D'abord, l'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'adopter leur calendrier de la session ordinaire du mois de mars 2020. Parmi les matières urgentes qui seront débattues, ce sera donc l'examen de la loi rectificative du budget de l'État pour l'exercice 2020. La loi la loi rectificative, disons le Jérôme Sekana, est-ce aujourd'hui une nécessité? C'est plus qu'une nécessité, c'est une priorité, dans la mesure où, avec les chocs exogènes du Covid-19, un choc sans précédent, qui est à la fois aussi un choc endogène, en tout cas, le cadre macroéconomique ne devrait plus rester stable avec tout ce qu'on a connu comme problème. Il fallait nécessairement que le gouvernement puisse rentrer au Parlement avec un collectif budgétaire pour recadrer les choses. D'abord, le gouvernement doit réduire très sensiblement son train de vie, y compris toutes les grandes institutions qui sont budgétivores, comme vous le savez. Donc, il faut nécessairement recadrer les choses, faire en sorte que le gouvernement puisse se doter d'un autre plan de trésorerie
qui pourra être réaliste par rapport à notre capacité contributive, surtout que nous évoluons dans un système de gestion sur base caisse. Donc nous ne pouvons pas dépenser au-delà de ce que nous mobilisons. Et parce que nous n'avons pas été à mesure de mobiliser les recettes attendues, voilà que le gouvernement est tombé dans une grosse erreur de pouvoir imprimer encore le billet. Donc la planche à billets a tourné et vous avez la difficulté qu'éprouvent les banques aujourd'hui de pouvoir importer les devises, parce que les devises, les gens ne les savent peut-être pas, les devises ce sont des marchandises comme toutes les autres. Et quand il n'y a pas cette fluidité d'importation et d'exportation, eh bien il y a un problème sérieux au niveau du marché des changes. Ce qui fait qu'aujourd'hui on enregistre cette inflation qui est très très dangereuse. Nous demanderons au gouvernement de faire en sorte de contenir cette inflation pour que nous ne puissions pas aller au-delà de 2000 francs congolais le dollar américain. Voilà, dans le même ordre d'idée, le franc congolais a perdu 3,04% et 6,76% de sa valeur, respectivement à l'interbancaire et au parallèle sur les 4 premiers mois de l'année. Et pour cela, la Banque centrale du Congo a pris un train de mesures, 3 mesures, disons-les. Il y a entre autres l'ajustement budgétaire, l'émission des bons du Trésor à valeur élevée et la vente du dollar. Est-ce que ces mesures suffisent pour maîtriser cette inflation dont vous avez parlé? Nous ne cesserons jamais de les dire. Pour stabiliser les cadres macroéconomiques, il faut avoir des politiques budgétaires et monétaires prudentes. Donc la Banque centrale a son rôle à jouer, mais également le gouvernement. Donc il faut qu'il y ait une politique monétaire prudente, bien ajustée, bien calculée, du côté de la Banque centrale et de l'autre côté, du côté du gouvernement, la mobilisation des recettes, mais également la qualité des dépenses. Il faut bien gérer les maigres ressources qui tombent entre nos mains. C'est ça qui fait les crimes. C'est ce qui fait que pour qu'il y ait la macroéconomie repose et bipède, repose sur ces deux pieds-là. Lorsqu'il y a dysfonctionnement, eh bien, vous avez des problèmes. Donc, c'est une bonne mesure, mais je souhaiterais que la Banque centrale puisse aller plus loin. Il vous souviendra, nous avions encore dénoncé sa léthargie en ce qui concerne le suivi conformément au code minier, notamment les articles 269, 270, 271 en ce qui concerne les rapatriements des capitaux, parce qu'on a toujours constaté que l'offre en devises en République démocratique du Congo souffre beaucoup de manque de liquidité, tout simplement parce que on n'applique pas dans toute sa quintessence non seulement les codes miniers, mais la Banque centrale ne joue pas exactement son rôle, notamment en ce qui concerne le suivi des comptes érémés à l'étranger. Donc c'est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un suivi et qu'on arrête avec la complaisance. Voilà, Jean Sekana, je reviens à vous. Le temps pour moi de poursuivre avec cette émission, avec d'autres sujets d'actualité. Quelle est la tendance des prix sur les différents marchés de Kinshasa? Philon Cholet a sillonné quelques-uns d'entre eux. Voici son constat. 1 mois et demi déjà que la pandémie de coronavirus continue d'influencer les prix des denrées alimentaires sur les marchés de Kinshasa. Concernant les riz, les prix d'un sac de 50 kilos qui coûtait 75 000 francs congolais se vend actuellement à 76 000 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché Zigida dans la commune mère de Kinshasa, où ce même sac est passé de 75 700 francs congolais à 76 300 francs congolais. Au marché Gambela dans la commune de Kassavubu, on peut l'obtenir à 76 500 francs congolais. Et enfin au marché Selembao, il coûte 76 200 francs congolais. Cette hausse des prix du riz est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Légère hausse également des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg a connu une augmentation passant de 91 200 francs congolais à 92 000 francs congolais au marché de la Liberté. De 92 800 francs congolais à 93 400 francs congolais au marché Zigida. 93 500 francs congolais, c'est le prix d'un sac de sucre de 50 kg au marché Gambela. Au marché Selembao, on peut l'obtenir à 93 000 francs congolais. Baisse des prix des haricots sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 100 kg qui s'est vendu il y a peu à 270 $ américains a baissé à 250 $ américains au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Zikida où ces mêmes produits achetés de 230 $ américains à 210 $ américains. Au marché Gambela, les prix n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre à 240 $ américains. Au marché Selembao,
on peut l'avoir à 230 $ américains. Légère baisse des prix du poisson chinchard sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse, passant de 145 000 francs congolais à 140 000 francs congolais, soit une baisse de 5 000 francs congolais au marché de la Liberté. Baisse également de 146 000 francs congolais à 141 000 francs congolais au marché Zikida. Au marché Gambela, dans la commune de Kassaboubou, il se vend à 138 500 francs congolais. Au marché Selembao, situé dans la commune de Bumbu, il se négocie à 138 000 francs congolais. Cette baisse des prix des poissons chinchard est due à son abondance sur les marchés après une forte importation de cette denrée. Terminons ce tour d'horizon des prix avec le maïs. Les prix d'un sac de maïs graines en provenance de la province du Congo central et celle du Kwilu, qui coûtait 85 000 francs congolais, se vend actuellement à 90 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais de hausse au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Zikida, où il est passé de 110 000 francs congolais à 105 000 francs congolais. 100 000 francs congolais, c'est le prix d'un gros sac de maïs. Au marché Gambela, au marché Selembao, où il s'est négocié il y a peu à 90 000 francs congolais, coûte présentement 95 000 francs congolais. Cette hausse des prix de maïs graines est due à sa rareté causée par la fermeture des frontières pour éviter la propagation du coronavirus de Kinshasa vers les provinces. Dans le même ordre d'idée, quelle est l'évolution du taux de l'inflation au cours de la semaine du 27 avril au 2 mai 2020? La réponse avec l'Institut national de la statistique INES dans ce commentaire de Myriel Makiessé. La dernière semaine du mois d'avril 2020 a connu une inflation de 0,740% au niveau national et 0,811% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,890% au niveau national et 4,245% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,654% au niveau national et 12,762% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 7,124% au niveau national et 6,959% à Kinshasa. À fin avril 2020, l'inflation mensuelle est de 2,198% au niveau national et 2,572% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, entraînant ainsi la hausse des prix de biens et services. Sur le marché d'échange cette fois-ci, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 1er mai 2020 un dollar américain à 1732,27 francs congolais, 1 euro à 1878,37 francs congolais et 1 franc CFA à 2,863 francs congolais. Au samedi 2 mai 2020, au parallèle cette fois-ci, les taux étaient à 1800 francs congolais les dollars américains dans la majorité des communes de la capitale et à 1850 francs le dollar précisément sur l'avenue Tombalbaye au centre-ville de la capitale congolaise. 1780 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, les billets verts s'est changé à 1700 francs congolais. À Kindu, dans la province du Maniema, le billet vert s'est négocié à 1800 francs congolais et à Matadi, dans la province du Congo central. Le dollar américain s'est négocié à 1810 francs congolais à Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Chopo. 1820 francs congolais à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, 1835 francs congolais à Mbandaka dans la province de l'Équateur et enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu où un dollar américain a valu 1850 francs congolais, situation due à la rareté bien sûr du billet vert sur le marché, une situation qui est en train d'ailleurs de se généraliser.
Jetons à présent un regard sur les cours des principales matières premières sur le marché international. Bien qu'en dessous de $30 américains, le baril de l'or noir a enregistré une forte hausse ces débuts du mois de mai. Pour preuve, le baril du pétrole à Londres est en hausse de 11,90%, revenant à $25,39 américains, et une hausse de 21,82% à 18,48 dollars américains le baril à New York. Hausse également côté prix des produits miniers. La tonne du cuivre s'est négociée à 5230,80 dollars américains, soit une hausse de 1,19%. La tonne du cobalt reste stable à 29 500 points et l'once d'or est en hausse de 0,38% à 1694,50 dollars américains. La plupart des produits agricoles sont aussi en hausse. La tonne du maïs a coûté 312 dollars américains, en hausse de 2,30%. Forte baisse par contre de 6,81% pour la tonne du riz, qui s'est vendue à 16,78 dollars américains, et plus 0,38% pour le blé, dont la tonne s'est négociée à 522 dollars américains. La tonne du café est de son côté en hausse de 0,76% à 106 dollars américains. Hausse également de 1,05% pour la tonne du cacao, qui a valu 2402 dollars américains. Et enfin, le coton a perdu 2,24% de sa valeur. La tonne s'est négociant à 56 dollars américains. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA poursuit la sensibilisation sur l'importance de l'assurance. Il est donc nécessaire pour la population congolaise de souscrire une police d'assurance pour se protéger contre les risques éventuels de la vie. Mais que comprendre par responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur? Voici la réponse dans cet élément. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à verser un montant que l'on appelle prime à une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Lorsque nous possédons un véhicule terrestre à moteur, une voiture, une moto, un camion, ainsi qu'une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas impossible que nous puissions causer un dommage à une personne ou à un bien appartenant à autrui. Quand le sinistre arrive, cela peut demander de dépenser beaucoup d'argent pour réparer les dégâts que nous avons causés. Cet argent doit couvrir les réparations ou le remplacement quand il s'agit de biens, ou encore payer les soins médicaux quand il y a eu atteinte physique, ou encore compenser une indisponibilité des victimes à vaquer à leurs occupations. Tout cela peut être très difficile à gérer. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur, afin que, quand le sinistre arrive, que ce ne soit pas à nous de prendre en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. L'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur fait partie des 6 assurances obligatoires prévues par la loi et peut être souscrite auprès de toutes les sociétés d'assurance qui opèrent légalement en RDC. Faites très attention car l'absence de cette assurance peut entraîner de lourdes sanctions. Tout conducteur de véhicule de cette catégorie doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance aux agents qualifiés chargés de constater les infractions et à la police de la circulation en cas de contrôle. Pour la protection de nos biens, de nos familles, de nos concitoyens et de nos entreprises, pour nous protéger des conséquences des risques de la vie, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'Association des sociétés d'assurance de la République démocratique du Congo et l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA,
ont remis dernièrement un lot important de matériel au secrétariat technique de la riposte contre la maladie à coronavirus. Voilà pourquoi elles ne cessent de sensibiliser la population congolaise au respect des gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Regardez. Lavez-vous les mains, respectez les gestes barrières. Lavez-vous les mains et respectez les distances. Lavez-vous bien les mains. Et si vous devez tousser, utilisez votre coude pour un mouchoir à usage unique. Lavez-vous les mains, évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire, restez chez vous. Lavez-vous les mains et si vous constatez les symptômes, contactez les autorités. Lavez-vous les mains et évitez de vous toucher le visage. Respecter les consignes des autorités et à mettre les masques et les gestes barrières. Lutte contre le Covid-19 encore, mais cette fois-ci à Bukavu, dans le sud Kivu, où nous nous rendons d'ailleurs. Vous le savez, la maladie est en train de gagner du terrain. Plusieurs provinces de la République démocratique du Congo sont déjà touchées par la pandémie. Selon notre correspondant permanent à Bukavu, au sud Kivu, la province vient de gagner la bataille du coronavirus. Cependant, le risque persiste à cause de la population qui passe clandestinement la frontière du sud Kivu avec les pays où sévit la maladie. Reportage de notre correspondant Bertin Iliosio. La province du Sud Kivu s'est débarrassée le 27 avril du dernier cas notifié de la maladie à coronavirus. À présent, la province du Sud Kivu ne compte plus un cas confirmé du Covid-19. Je dis bien pour l'instant. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, l'observance de toutes les mesures préconisées au niveau national et relayées par votre gouvernement provincial sont en train de produire de très bons résultats. Aujourd'hui, j'ai l'obligation de vous dire que nous avons gagné la bataille, mais non la guerre. La province reste à haut risque de la maladie. En cause, la circulation frauduleuse de personnes et de biens le long des frontières poreuses dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, des mouvements issus de pays limitrophes où sévit le Covid-19. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, M. Lwabandi Lwasingabo, l'exécutif au Sud Kivu s'attelle pour épargner la province du pire. En attendant, la province reste exposée à la maladie, un risque sanitaire qui s'accompagne de pertes de recettes dues au trésor public. Restons encore à Bukavu, dans le sud Kivu, avec le fonds de promotion de l'industrie cette fois-ci, pour vous dire que le projet d'aquaculture des poissons en cage sur le lac Kivu, financé à hauteur de 680 000 $ américains, prévoit à terme 150 cages dans les 8 plateformes placées dans 3 baies choisies sur le lac Kivu. La mission mixte de suivi composée d'une délégation du ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage du sud Kivu, du fonds de promotion de l'industrie FPI et de l'Institut international d'agriculture tropicale est allé évaluer le dit projet. Les détails dans ce reportage. Preuve concrète de la matérialisation du projet d'aquaculture des poissons en cage sur le lac Kivu, un projet financé par le fonds de promotion de l'industrie FPI dans la ligne droite du programme d'urgence des 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 600 000 $ américains ont été mis à disposition par les FPI pour matérialiser ces projets. Avril 2020, une autre page s'écrit dans l'exécution du projet. La population de Bukavu consomme déjà les poissons tilapia élevés localement dans les cages. Il fallait s'assurer de la bonne évolution du projet. Raison de la descente sur le terrain de cette mission de suivi composée d'une délégation mixte ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu, Fonds de promotion de l'industrie FPI et Institut international d'agriculture tropicale qui assure la facilitation et l'appui technique du projet. La délégation a visité les 250 000 alevins de la première phase, élevés dans 48 cages sur les 150 prévus dans 8 plateformes placées dans 3 baies choisies sur le lac Kivu, à savoir Onga, Collège Alfajiri et Ndendere.
Loin d'être une randonnée sur le lac Kivu, la délégation a été stupéfaite par la qualité du travail abattu. C'est-à-dire, dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à qui nous rendons d'ailleurs les hommages les plus déférents, nous sommes satisfaits du travail abattu par les partenaires de mise en œuvre. Je parle du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, mais aussi de l'ITA, qui est d'ailleurs le porteur du projet. Et nous pensons effectivement que dans les jours à venir, puisque dans un mois et demi, nous allons faire la première cueillette, capture, puisque parmi les cages qui sont déjà implantés, nous avons déjà des cages qui contiennent des poissons de 4 à 5 mois. Donc, nous rassurons encore une fois la population du Sud Kivu que les gouvernements travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Il y a déjà 50 cages qui sont installées. Il nous reste 100 cages qu'on a aussi visitées et que dans un avenir proche, on pourra aussi installer. Avec ce projet de l'aquaculture en cage, la province du Sud Kivu va nourrir ses habitants et exporter les poissons vers les pays voisins, le projet prévoyant d'élever 500 000 alevins dans 150 cages. Nous avons déjà commencé à ensemencer les plateformes et donc si ce n'était pas ce confinement, on aurait fini d'ensemencer les premiers 500 000 alevins qu'on avait prévus pour cette première phase. Donc pour le moment, les cages ont environ 250 000 alevins déjà ensemencés et donc dans les prochains mois, 1 mois et demi environ, nous aurions environ 30 tonnes de poissons qui seraient déjà disponibles pour les populations de Bukavu. Du côté FPI, c'est un instant inoubliable qui marque la concrétisation d'un projet à impact visible et rapide dans l'entrepreneuriat de jeunes dans cette partie du pays. À partir de ce projet du chef de l'État soutenu par le FPI, il y a combien d'emplois qui se créent pour les jeunes du Sud Kivu? Donc ce n'est pas seulement les aquaculteurs, les associations. Il y a, je peux dire aujourd'hui on parle de 2000 jeunes, mais dans la chaîne de valeur, nous voyons que c'est plus de 5000 jeunes qui vont avoir de l'emploi. Et dans toutes les parties, donc je peux dire les territoires du Sud Kivu. La délégation a aussi visité les chambres froides installées dans le cadre du projet, un espace aménagé pour le montage des tuyaux, filets et autres accessoires de cages et un dépôt des aliments de poissons au chantier naval de la SNCC dans la ville de Bukavu. Une autre étape de la visite, c'est à la station Olusegun Obasanjo de l'ITA Kalambo, où la délégation a visité l'unité de fabrication des aliments des poissons en cage, l'écloserie et un camion frigorifique. C'est donc un projet à chaîne de valeur mis en place par les fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République. Toujours dans le Congo profond, mais changeons de sujet pour parler disparition du directeur général des douanes et axes de Rugwiza Magera. L'homme a laissé des empreintes indélébiles dans le fonctionnement harmonieux de la douane congolaise, un modèle de bonne gouvernance, mais aussi une fierté pour les fils et filles du Grand Kivu en général, dont il était originaire. Ceux vivant à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, lui ont particulièrement rendu un dernier hommage par un culte célébré en confinement chez l'un de leurs. Notre correspondant permanent à Lubumbashi, Lambert Yuma Ramazani, revient sur cet aspect du deuil de Rugwiza Magera à Lubumbashi. Deo Rugwiza Magera, ce nom restera à jamais gravé dans les esprits de plusieurs hommes et femmes de bonne volonté. Le jour de son inhumation à Kinshasa, les membres de sa famille vivant à Lubumbashi se sont joints aux douaniers du Katanga pour lui rendre les derniers hommages en suivant sur écran géant le déroulement des obsèques à Kinshasa. Invité pour la circonstance, le pasteur Monga avait exhorté l'assistance à toujours garder l'intimité avec Dieu, car la mort est un passage vers l'au-delà. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est un moment de réfléchir. C'est un moment de réfléchir sur sa propre vie. C'est un moment de réfléchir sur le lendemain. Mais à l'autre bout de la ville, au quartier Golf Kabulameshi, des douaniers ainsi que d'autres ressortissants du Grand Kivu, entendez par là les ressortissants du sud, du nord Kivu et certains du Maniema, ont organisé une messe d'action de grâce. Ils ont remercié Dieu qui a donné à Deo Rugwiza la sagesse et la discipline qui l'ont caractérisé toute sa vie. Il était non seulement
le guide qui nous montrait le chemin, mais il était aussi un bon papa, à l'écoute de tout le monde. La dernière grande surprise du directeur général qui vient de nous quitter est connue de tous. C'est l'assurance retraite qui vient de nous laisser. Depuis qu'il est rentré des soins médicaux, avec son staff dirigeant, ils ont raisonné sur la précarité dont les douaniers étaient obligés à la fin de leur carrière. Il a résolu, avec son staff, de nous amener à des cotisations pour assurer l'après-DGDA pour nous les douaniers et pour nos familles. Je manque les mots parce que je suis fruit de la gestion de notre papa, notre patron. Pour moi, c'est un papa. Car je suis façonné par lui. Je suis à la douane depuis 1999. Et c'est pendant ce régime que j'ai été engagé. J'ai bénéficié de plusieurs formations, stratégie managériale. J'ai fait même parmi ces gars d'éco rapprochés quand j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé presque 7 ans, 8 ans à la douane de Nord-Kivu. C'est lui qui a innové la brigade douanière de 2005 jusqu'à ce jour. C'est lui. Et nous sommes les premiers fruits à qui nous avons eu vraiment des formations sur tous les plans. Pour les ressortissants du Kivu, Deo Rugwiza Magera est un modèle à retrouver dans chacun d'entre eux. Que Deo Rugwiza renaisse dans le cœur et dans l'esprit de tous les douaniers. Du sud du pays, revenons au centre pour voir comment les douanières et douaniers de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, ont pleuré eux aussi le premier douanier. Reportage. Hommage a fait le DG de la Direction générale des douanes et accises. La cérémonie relative a eu lieu mercredi 22 avril à la direction provinciale de la DGDA Kasaï oriental. Quelques cadres et agents à nombre réduit, respectant les mesures barrières contre Covid-19, ont pris part à cet événement. Signant dans les livres d'or, le directeur provincial Guy Essongo Latole Esso a précisé que le nom du DG Deo Rugwiza Magera restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les travailleurs de la DGDA Kasaï oriental. Ton âme repose en paix, monsieur le directeur général, Deo Rugwiza Magera. Tu as été un modèle pour nous et tu le resteras à jamais. La DGDA Kasaï oriental vous sera toujours reconnaissante de tous les bienfaits que vous n'avez jamais cessé de faire pour elle. Merci et merci encore. Au nom de tous les travailleurs de la DGDA Kasaï oriental, M. Célestin Ndialé, président de la délégation syndicale, a rendu un vibrant hommage à celui qu'il a appelé vaillant travailleur et qui a servi le pays pendant 15 ans comme DG à la tête de cette régie financière. Le directeur général, M. Deo Rugwiza, que nous ferons aujourd'hui, est arrivé en tête de la DGDA de la douane du Nord depuis le mois d'août 2005. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Le 15 avril, il est décédé. Il a fait 15 ans en tête de notre entreprise. Nous ne pouvons que regretter de sa mort, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour nous, les douaniers de la République démocratique du Congo. L'instant a décidé, nous ne pouvons que nous incliner sur la décision. Le message est celui qui continue à pleurer notre directeur général qui vient de nous quitter. Nous allons continuer à pleurer. Merci. Merci. Plusieurs personnalités
ont rehaussé de leur présence cette manifestation, notamment le directeur provincial de l'AFEC Dominique Ilunga, mais aussi le chef de poste de la DGM Aéroport Kasaï Oriental. Rendons-nous à présent à l'ouest du pays, au Congo central, précisément à Matadi, où les gabelous de cette province douanière ont également rendu leurs derniers hommages aux champions de la mobilisation des recettes, Deo Rugwizamagera. Les détails dans ces reportages. Ils étaient tous dans la salle de réunion de la direction provinciale de la direction générale de douane et axes Congo central. Les cadres et agents et les partenaires de la douane. Ils participaient d'une manière virtuelle aux obsèques et à la mise en terre du directeur général de la DGDA, Deo Rugwizamagera, qui a tiré sa révérence. Sous les signes de respect des gestes et barrières dus au Covid-19, un échantillon sélectif de personnes a été pris en compte pour éviter la propagation de cette pandémie. Pour couronner l'événement et lui donner tout son sens funéraire, à la première ligne, on a retrouvé le directeur provincial de la DGDA Congo central, Zoé Bokanya Lomboto, ses collaborateurs directs, les maires de Matadi et les différents partenaires. Dans la salle, la tension est vive et particulière. Personne ne veut manquer d'un iota cette dernière cérémonie d'adieu avec des larmes aux yeux. Deo Rugwizamagera fut le DG qui a coordonné la transformation de l'OFIDA, entreprise publique en DGDA, service public par le décret numéro 09/83 du 3 décembre 2009. Parmi ses qualités, le DG Rugwiza fut un fervent défenseur du genre et de la famille, raison pour laquelle les différentes structures de femmes ont vu le jour, notamment au Congo central, l'unité genre qui est dirigée par Madame Nicole Nzumba. Pour clôturer l'événement d'une manière solennelle, le directeur provincial avait éteint les bougies funéraires. Nous garderons un souvenir, je pense que chacun de nous l'a connu personnellement, parce que notre DG, non seulement qu'il était rigoureux, mais c'était un homme. Il était vraiment un père. Nous le pleurons tous, nous l'avons perdu. Monsieur Deo Rugwiza est mis à terre, que son âme repose en paix. Deo Rugwizamagera reste immortel par ses réformes du système douanier de la République démocratique du Congo. Jérôme Sekana, vous êtes sur le plateau, bien sûr, et vous avez des révélations à nous faire en ce qui concerne donc la gestion de nos ministères. Et parmi ces ministères, il y a celui de l'économie. On le dit toujours, l'administration, c'est l'épine dorsale, mais au moins au niveau du ministère de l'économie, il semble que ce ministère est géré par des mains inexpertes. Qu'en est-il au juste? Oui, nous avons, vous savez, depuis 2012, nous avions lancé, nous avions formé avec l'argent du gouvernement. Nous saluons les gouvernements centraux pour ce geste combien important. 250 journalistes économiques dans la ville de Kinshasa qui sont membres en part entière de notre ONGD Toile d'araignée. Eh bien, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, je ne sais pas si les gens comprennent pourquoi nous avons une expertise dans les domaines médicaux en République démocratique du Congo. Parce qu'on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et comme disent les chirurgiens, on ne peut pas remettre le bistouri à un menuisier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts par après. Le bistouri, on les remet entre les mains d'un chirurgien gynécologue de surcroît, parce que les menuisiers vont confondre le fœtus qui est dans le ventre de la maman avec une planche, et là, ça lit les dégâts. Et c'est ça qui fait que nous avons, par exemple, en République démocratique du Congo, 515 zones de santé. Et à travers la République démocratique du Congo, dans chacune de ces zones de santé, vous avez 3 experts. D'abord, le médecin, chef de zone, qui est un médecin formé. Vous avez le pharmacien, vous avez l'administrateur des hôpitaux. Donc, sur les 515 zones de santé, et c'est ça qui fait que vous avez des gens qui pilotent, eh bien, le secteur avec des mains expertes. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas en économie, et dans notre ministère de l'économie. Vous avez 145 territoires, et dans chacun de ces territoires-là, vous n'avez même pas un seul économiste qui pilote, ne serait-ce qu'au niveau du territoire. Et quand on remonte, parce que nous avions fait cette investigation, je vais retrouver rapidement, on commence, Madame la ministre, elle a étudié à l'IEC, bien sûr, mais on connaît un peu son cursus, elle est licenciée en économie, ça se comprend, mais
Voyons le secrétariat général. Le secrétaire général qui est là, eh bien c'est un pédagogue. Il a fait la pédagogie générale. Vous avez 8 directions au niveau du secrétariat général. Et dans ces 8 directions, vous n'avez qu'un seul directeur qui a un master en économie. Tous les autres, ce sont des chimistes, des pédagogues, ainsi de suite. C'est qui est une catastrophe. Et nous avons 27 provinces économiques. Il n'y a aucun économiste à la tête de ces provinces. Et sur place à Kinshasa, comme je vous ai dit, vous avez des fonctionnaires qui travaillent là-bas, vous pensez qu'ils maîtrisent les données macroéconomiques, et ce n'est pas le cas. Le mal, c'est que dans notre pays, la fonction publique fonctionne dans un système qui n'est pas bon. C'est-à-dire, il suffit d'avoir le grade par exemple de chef de bureau, chef de division. Alors on peut vous affecter dans n'importe quel ministère et vous arrivez là-bas, vous débarquez comme un cheveu dans la soupe, vous commencez à apprendre sur l'État. Conséquence, ça lit des dégâts. Vous avez des gens incompétents qui sont chargés de gérer des dossiers très importants pour le pays. Un ministère comme le ministère de l'économie, on ne doit pas avoir des néophytes et des blancs-becs. Hein? C'est ça qui fait que, bon, les gens se sont retrouvés propulsés, chefs de division, directeurs, et même un secrétaire général, et alors qu'ils n'ont pas l'expertise. Et c'est ça qu'on a déploré même dans la mise en place que Madame la ministre de la fonction publique venait de dessiner. Heureusement que le Premier ministre a remis de l'ordre dans la boutique, et on a freiné ça parce qu'on a permité parfois certains techniciens d'un poste A vers un poste B où ils vont commencer à apprendre sur l'État. Or, à ce niveau de l'administration, on n'apprend plus. Vous voyez, vous avez suivi la Belgique. La Belgique a fonctionné pendant toute une année, rien qu'avec son administration. Parce que il n'y avait pas de gouvernement. Oui. Donc, cela ne peut pas se faire ici, parce que vous avez des gens qui ne maîtrisent pas la chose. On s'est dit peut-être qu'on a acquis une certaine expérience de gestion et donc on peut gérer. Non, mais c'est ça. Mais quelles sont les missions de ces ministères-là? Nous avons mené des investigations et c'est définir la politique économique générale du pays. Définir la politique ou la stratégie nationale de la concurrence. Gestion, recensement ou identification de tous les agents économiques. Gestion de la réglementation commerciale, économique et industrielle du pays. Gestion de la politique générale des prix et des tarifs de tous les secteurs de la vie nationale. Définition de la politique générale, production, importation, exportation, en rapport bien sûr avec les besoins réels de la République démocratique du Congo. Vous comprenez que on ne peut pas confier ça. Et d'où provient le mal? Et ce dysfonctionnement date des 32 ans, Ribé Mayoni. Mais 32 ans durant, 32 ans. Donc le dernier secrétaire général, d'après nos investigations, le dernier secrétaire général formé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formaté dans la moule de l'économie, c'est monsieur Massélé, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Il y a 32 ans. Tous les autres qui se sont suivis, comme je peux vous les démontrer rapidement, si on a encore un peu de temps. Massélé, il était secrétaire général, le dernier à être formé. Donc quelqu'un qui maîtrisait, qui avait le bagage, le charisme et la capacité technique de faire toutes les enquêtes. Et il était remplacé par qui? Il était retraité en 1988. Mais il était remplacé par un D6, un diplômé d'État. À l'époque, qui s'appelle Monsieur Midesso. Il est encore en vie. Heureusement, vers la fin de son mandat, le monsieur, il est allé apprendre le droit à l'UNIKIN. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est le conseiller juridique de Marsavco. Il vit encore, on peut aller vérifier. Ça, ce sont les investigations que nous avons faites. Alors, il est parti à la retraite en 1999. Et puis, vous avez Midesso, qui était remplacé, lui, par, le Midesso-là, était remplacé par un chimiste. Un chimiste qui est arrivé à la tête du ministère de l'économie. Il s'agit de l'honorable, il est député national, Célestin Bouyou Kabangou, que je connais très bien, mais qui était même gouverneur de la province du Haut-Lomami, et qui était retraité en 2006. Et il y a de cela 14 ans aujourd'hui. Et après Bouyou était remplacé par Boni Mawatadi.
licencié en relations internationales. Vous voyez, donc c'est les jours et la nuit. Hein. Donc on dirait que ce ministère a la malchance d'être piloté par des mains inexpertes. Et c'est ça qui explique les difficultés que nous avons. Le pays ne décolle pas économiquement. On est incapable de faire des enquêtes. Aujourd'hui, le Covid-19 voudrait que après ça, il faut que nous puissions renforcer la résilience économique de notre pays. C'est-à-dire la résilience, c'est la capacité que nous pouvons développer à l'intérieur du pays pour faire en sorte que faire face à ces chocs exogènes qui est aussi endogène et de rebondir dans la bonne direction une fois la crise passée. Mais aujourd'hui, on peut demander à ce secrétariat général de pouvoir nous faire des enquêtes. Ils seront dans l'incapacité parce que ils ne sont pas du domaine. J'ai eu même à notre niveau, nous nous sommes entretenus avec le ministre qui ont piloté ces ministères, qui ont confirmé. Nemoyato nous a même confirmé que, écoutez, lui, il avait connu ce problème-là et avant de partir, il avait initié un projet pour qu'on puisse recruter ne serait-ce que 100 jeunes cadres universitaires qui chôment, hein, ils sont par millions, hein, qui chôment et qui ont terminé l'université, mais ils n'ont pas d'emploi. Il y a une vingtaine, un échantillon là-bas. Mais le problème qu'on a dans ce ministère-là, c'est que les économistes formés, il y en a qu'à quelques-uns là-bas, ils sont marginalisés, diabolisés, mis à l'écart. On ne veut pas qu'ils puissent émerger parce qu'ils savent que une fois s'ils occupent les fonctions où ils peuvent prendre des décisions, eh bien, ils vont les remplacer. Donc, alors, Jérôme Sekana, la situation est ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution trouver pour avant de dire la solution, l'actuel secrétaire, d'abord en 2013. En 2013, il y a Christophe Kalalambayo, licencié en pédagogie, qui a remplacé les Mbuyu Kabango. Hein, il était victime d'un coup d'état administratif parce qu'on a mené des investigations. Ça, c'est un autre problème. Et après lui, c'est l'actuel qui s'appelle Célestin Tuité, qui est lui licencié en pédagogie de l'IPEN. Donc, vous comprenez, c'est la catastrophe. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, je pense que il faut d'abord que le gouvernement prenne les choses, les taureaux par les cornes. Il faut un audit administratif et technique. On ne peut pas attendre de bons résultats d'un ministère aussi stratégique comme celui-là, tant que le ministère, dans toute son architecture, sera piloté par des mains inexpertes, par des néophytes, par des apprentis, par des blancs-becs. Et pourtant, il y a des économistes qui chôment. Il faut les remplacer. Je sais très bien qu'ils vont nous dire, bon, nous avons été nommés régulièrement. Moi, je n'ai rien contre eux. Au niveau de l'agence Galaxy Media, au niveau surtout des toiles d'araignée, nous avons fait une enquête. Vous venez de suivre le journalisme sans crainte ni complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Nous avons mené des investigations et nous avons trouvé que il faut nécessairement qu'on corrige cela. Deuxièmement, il faudra qu'au niveau du gouvernement, qu'on pense, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas trop de problèmes dans le secteur de la santé, il n'y a pas trop de problèmes au niveau de l'appareil judiciaire, parce que vous avez des barreaux, hein, vous avez aussi des ordres. Il y a des problèmes, mais ce n'est pas comme en économie. En économie, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Hein? Donc les preuves sont là. Mais il faut quand même qu'on arrive. Nous avons des grands économistes dans ces pays. Le premier ministre lui-même, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, c'est un professeur d'économie. Son directeur des cabinets, le professeur Kalala, que je salue, c'est un macro-économiste de très haut niveau, même au niveau africain et même mondial. Vous avez Matata Pogno, vous avez Sele Yalagouli, vous avez tous ces gens-là. Il faut qu'on arrive quand même à avoir un ordre des économistes pour essayer de protéger le pays. Parce que là, avec les Covid-19, qu'est-ce que nous allons devenir? Et si, avec tout ce que nous avons comme potentialité économique, donc la capacité contributive est importante, et on n'arrive même pas à recenser, à répertorier les nombres des agents économiques. C'est une mission dévolue au ministère de l'économie. Nous avons sur 85 millions de Congolais, eh bien, moins de 177 000 personnes physiques et morales qui payent les impôts. Et ça s'explique, cela explique la modicité de notre budget. Et tout ça parce que les services compétents qui devraient peut-être aider l'administration fiscale à faire le recensement, et l'administration fiscale, parce qu'il a son projet là de l'identifiant fiscal unique qui bat les délais, n'a pas 10 millions de dollars pour finaliser les projets, eh bien, vous avez là
une situation ingérable. Donc nous sommes là, assis sur une mine d'or, nous avons les diamants, nous avons tout, l'argent est là, mais on donne un secteur stratégique entre les mains inexpertes, c'est une catastrophe. Monsieur le Président de la République, il faut changer ça. Monsieur le Premier ministre, il faut se saisir du dossier, mener des investigations, et tous ceux qui pensent que nous n'avons pas bien fait notre travail, nous les attendons pour un débat contradictoire. Merci beaucoup Jérôme Sekana. Nous osons croire que le gouvernement va prendre toutes les dispositions en tout cas pour remédier à cette situation. Madame, Monsieur, merci également à vous qui nous avez suivis. Fiscalité Développement revient la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières pour faire face au coronavirus. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres informations économiques, fiscales et financières de la République démocratique du Congo.